Ça y est, on est en live. Bonjour à tous. Salut Laure, salut Marjorie. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre pour cette troisième session du Social Media Summit édition Retail. Désolée pour la petite minute de retard. On a eu beaucoup de questions. C'est très chargé à la fin de la session de Décathlon avec JF. Donc voilà, tout le monde est en train d'arriver. C'est génial. Donc, je vous encourage à nous dire bonjour, à nous parler dans le chat, à nous mettre des réactions. Moi, je voulais d'abord remercier nos sponsors. Donc, on a plusieurs sponsors sur cet événement qui sont des experts du retail et ou des réseaux sociaux qui nous ont vraiment accompagnés pour co-créer cet événement. Donc, c'était une fierté de faire ça ensemble. Toujours agréable de bosser ensemble. Et puis, très rapidement, je vais vous présenter ce qu'est AgoraPulse, pour ceux qui n'étaient pas là forcément aux précédentes sessions. Donc, c'est un outil de gestion des réseaux sociaux qui est français. Tout le monde ne le sait pas toujours, et voilà, le nom ne sonne pas forcément super français, mais c'est made in France. Et moi, je suis à Paris. Il y a une majeure partie de l'équipe qui est à Paris aussi. Donc, ça fonctionne avec les différents réseaux sociaux dont vous voyez les petits logos en dessous. Et ça permet, entre autres, de programmer ses posts à l'avance, de mesurer ses résultats, d'interagir avec ses followers et de s'organiser avec son équipe dans les très grandes lignes. Donc voilà, je vous encourage à voir ça dans votre propre temps après si vous êtes intéressé. Puis on en reparlera aussi un petit peu à midi pendant la session d'Esteban. Et donc là, pour cette session, tout de suite, on va parler de RSE et on va vraiment mettre en concurrence greenwashing et RSE et revenir un petit peu sur les bases de comment est-ce qu'on peut absolument se démarquer du greenwashing. Et toutes les deux, Laure et Marjorie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Si tu veux commencer, Laure, je vais te laisser te présenter et puis expliquer un petit peu ce que tu fais pour qu'on comprenne notre expertise. Ouais, merci Déborah pour l'invitation sur un sujet qui me tient à cœur. Je suis Laure Collet, directrice conseil RSE au sein du groupe Altavia. Donc, qui est Altavia, un groupe de communication internationale indépendant, mais français, et spécialisé dans l'activation commerciale. Donc, mon rôle chez Altavia, c'est d'accompagner les clients sur leur stratégie de communication RSE, et d'accompagner aussi les équipes, nos équipes qui font du digital ou du branding ou des supports de communication plus classiques, les accompagner pour prendre en compte tous ces sujets-là dans leur production et dans leurs propositions. Merci beaucoup, Laure. Et Marjorie, je te laisse te présenter aussi et puis expliquer un petit peu ce que tu fais. Bonjour à tous, Marjorie Biawa. J'ai créé ma propre agence de conseil qui accompagne et qui guide les retailers vers la création de leur offre seconde main. Donc de l'idéation, de quel type de concept on veut mettre en place, quel type de projet on souhaite mettre en place pour répondre à un besoin de son consommateur, à la mise en place opérationnelle sur le projet, sur le terrain. Merci beaucoup. C'était super de pouvoir poser le cadre et de comprendre bien ce que vous faites toutes les deux. Les participants, je m'adresse à vous aussi parce que vous pouvez networker un petit peu ensemble. Vous pouvez remplir votre profil si ce n'est pas encore fait, avec une photo, avec votre localisation si vous avez envie. Et il y a des tas de choses qui se passent sur cette interface sur Hermit en dehors des sessions. Vous pouvez vous envoyer des messages privés. Vous pouvez même booker des meetings pendant ou en dehors des sessions. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment exploiter au maximum cette occasion pour networker entre vous. Vous êtes une majorité de retailers, mais aussi d'agences marketing ou encore de freelance. Donc voilà, ça peut être sympa pour vous. Et puis on se retrouve pour networker vraiment un petit peu plus tous ensemble à 12h30, où là, il y aura des tables thématiques. Vous pourrez rejoindre éventuellement les speakers sur leur sujet favori ou échanger entre vous avec éventuellement micro et caméra ouverts, mais ce n'est pas obligé. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure en tout cas dans le lounge. Et puis pendant qu'on parle, pendant cette session, donnez-nous du love avec les petites réactions en bas. Dites-nous ce que vous en pensez dans le chat. Et si vous avez vraiment des questions auxquelles vous voulez être sûr qu'on réponde, par contre, il vaut mieux utiliser l'onglet Q&A, qui est donc juste en dessous de l'onglet chat, où là, vous pouvez la poser officiellement et puis on peut voter pour les questions, nos questions préférées. Je pourrais les afficher éventuellement et vraiment noter quand on a répondu à chacune, donc ça nous permet de mieux nous organiser.
Et puis si ça vous plaît, ce qu'on est en train de faire, vous pouvez aussi le partager sur les réseaux sociaux. Donc vous avez ce hashtag SMS Édition Retail, c'est un petit peu long de mettre le titre en entier, mais vous pouvez utiliser ce hashtag et puis taguer Agorapulse, Agorapulse France, Altavia, Second Concept, les speakers, voilà, qui vous voulez. Ça nous permettra de comprendre ce que vous avez tiré de l'événement et pour nous, c'est toujours utile d'avoir du feedback. Voilà, je vous laisse la parole, en tout cas pour parler de RSE et greenwashing. Super. Alors du coup, je vais commencer. Avec Laure, on a décidé de diviser cette prise de parole sur ce sujet qui nous tient toutes les deux à cœur et qui est particulièrement prenant chez les retailers. Comment communiquer de manière responsable et surtout sans être taxé, être accusé de greenwashing. La première partie, en fait, de ce talk et surtout la première partie, la réflexion chez les retailers, c'est dans une optique de vouloir créer une offre responsable et de voir vraiment s'imprégner de circularité, comment et pourquoi se faire accompagner dans cette nouvelle activité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment face à un changement de paradigme. La majorité des retailers, aujourd'hui, s'offrent des ordres responsables. J'ai pris ici l'exemple de la seconde main. La seconde main, c'est ma particularité, c'est mon expertise. Donc, au quotidien, j'accompagne des enseignes de mode, de textile, de décoration qui souhaitent mettre en place leur propre concept. Et aujourd'hui, on voit que sur ces 24 derniers mois, près de 60% des retailers ont soit développé une offre, soit considèrent et vraiment envisage l'idée de vouloir développer une offre ou soit commence à prendre quelques mesures sur ce marché. Donc aujourd'hui, plus de 6 enseignes sur 10 veulent penser seconde main, veulent penser responsable, que ça soit sur des acteurs qui soient mass market, mais sur des acteurs qui sont qu'on considère être plus haut de gamme. Et la principale raison pour laquelle une offre responsable doit être pensée du début jusqu'à la fin, c'est que cette offre doit ressembler au retailer, doit ressembler à l'acteur qui souhaite aujourd'hui s'insérer sur un secteur plus circulaire et plus responsable. Et pour pouvoir pallier à des accusations de greenwashing, la première étape reste tout d'abord de définir une offre qui vous ressemble. La circularité, il faut savoir que la circularité apporte de multiples opportunités. Aujourd'hui, la majorité des retailers souhaitent passer d'un modèle linéaire où on prend des ressources issues des ressources naturelles pour en créer des matières premières, fabriquer et générer un processus de fabrication pour fabriquer divers produits de manière standardisée, les utiliser et les jeter. Aujourd'hui, l'économie circulaire permet non seulement de réfléchir à la façon dont on s'approvisionne, à la façon dont on distribue et surtout à la façon dont on gère la fin de vie du produit. Et ce nouveau paradigme, cette nouvelle façon de penser, ce nouveau modèle économique qui en découle, en fait, font qu'il y a une diversité non seulement d'acteurs, mais aussi une diversité d'opportunités commerciales. On parle beaucoup de la seconde main, parce que la seconde main, c'est vraiment le fer de lance de l'économie circulaire. Aujourd'hui, en France, près de 1 Français sur 3 a un compte sur Vinted et près de 6 Français sur 10 ont déjà acheté ou vendu un produit de seconde main. Mais il n'y a vraiment pas que ça, en fait. Donc, vous pouvez développer des concepts autour de la location, autour du reconditionnement de certains produits, autour du recyclage, de l'upcycling, ou générer encore des modèles hybrides, mais les secondes mains et location, mais les reconditionnés et location, mais les secondes mains et recyclage. Et créer un modèle économique qui vous ressemble, c'est la principale clé pour contrer des potentielles accusations de greenwashing ou surtout des potentiels problèmes de communication autour de cette offre. La meilleure communication, en fait, pour vraiment démarrer un projet, c'est tout simplement la qualité de votre offre. Et la première étape, c'est de construire une offre qui soit qualitative et surtout qui réponde à un besoin de votre client. Moi, au quotidien, c'est ce que je fais. J'accompagne des enseignes qui se disent « Ok, je vais me lancer dans la seconde main », mais l'idée, c'est qu'est-ce qu'on veut y faire? Est-ce qu'on veut utiliser la seconde main comme un levier de fidélisation? Est-ce qu'on veut utiliser la seconde main dans l'optique de faire revenir de la clientèle en boutique? Est-ce qu'on veut utiliser la seconde main dans le textile pour, par exemple, apporter une offre différente de ce qu'on a aujourd'hui dans nos boutiques ou sur notre site internet? Construire une offre qualitative qui non seulement plaira à sa clientèle, mais qui aussi permettra aux retailers de pérenniser sa circularité, c'est ce qui va permettre
de pouvoir développer une stratégie de communication qui ressemble en fait au retailer et on pourra l'éviter tout simplement d'être accusé de greenwashing et surtout de faire des erreurs de stratégie. Donc là, vraiment, la première étape, c'est construire une offre qualitative. Après, il faut l'animer sur le terrain, faire en sorte à ce qu'elle soit aussi qualitative pour le consommateur. Une offre durable est parfois souvent taxée comme étant peu merchandisable, peu attirante, voilà, peu attirante, pas forcément correspondant à ce que le consommateur recherche. Donc, son animation est particulièrement importante. Et enfin, l'adapter à son client, tester et itérer. Aujourd'hui, développer une offre responsable, développer un projet, un modèle économique circulaire, c'est un modèle qui va évoluer avec le temps parce que le marché évolue avec le temps. Être en contact avec son marché dans l'optique de comprendre ce que son consommateur, son client souhaite, c'est la clé pour pouvoir aussi développer une offre qui se pérennise dans le temps et qui fasse sens. Donc, je reprends encore l'exemple de la seconde main parce que c'est assez criant. Et étant donné qu'on a aussi beaucoup d'exemples aujourd'hui sur le terrain, c'est assez parlant, je trouve, pour pouvoir comprendre vraiment l'importance de la qualité de l'offre. Ici, j'ai pris 2 retailers qui ont lancé leur propre projet de seconde main sur le terrain. Et on voit vraiment qu'on a 2 écoles. Une école où on est vraiment sur un produit en mass market, en volume, qui peut peut-être un peu être confusant pour le client, et une autre offre sur votre droite, où on a un corner qui est merchandisé, avec une enseigne qui est partie se dire, OK, je vais développer une offre circulaire, mais je veux aussi développer une offre circulaire qui va avoir les qualités, les atouts du neuf. Pardon. Ensuite, la deuxième étape vraiment pour communiquer sur le terrain de manière très opérationnelle, l'idée c'est de vouloir communiquer pour rassurer sur la qualité du bien, sur la garantie sur le produit, le service après-vente, la confiance dans le vendeur final quand vous êtes une marketplace, ou l'authenticité, les contrefaçons quand vous développez aussi une offre de seconde main ou une offre circulaire dans un secteur qui est assez haut de gamme. Aujourd'hui, on le sait, c'est les principales raisons pour lesquelles les clients n'embrassent pas la circularité, c'est la peur et la crainte de changer de comportement de consommation. Et la communication, elle sert aussi, notamment en point de vente, à rassurer le consommateur sur non seulement vous allez acheter quelque chose de circulaire, donc quelque chose qui est vertueux pour l'environnement, mais aussi dans votre processus d'achat, vous n'allez pas vous faire flouer. Aujourd'hui, c'est vraiment la deuxième étape qui est indispensable opérationnellement sur le terrain pour faire en sorte à ce que l'offre se pérennise dans le temps et qu'elle ne soit, encore une fois, pas taxée de greenwashing. Pourquoi on taxe de greenwashing certaines offres? C'est parce qu'on sent qu'elles ne sont pas concrètes, qu'elles ne sont pas remplies et que surtout, elles ne servent que à asseoir la légitimité circulaire de l'enseigne et pas forcément à asseoir une nouvelle relation avec son consommateur. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les acteurs principaux de la circularité, donc encore une fois dans la seconde main, communiquent, mais sont aussi très transparents et partagent leurs données sur leur impact. Ici, je vous montre le Climate Impact de Vinted. Donc, Vinted, un acteur que vous connaissez tous, je pense, qui aujourd'hui, en fait, souhaite montrer et démontrer de son impact circulaire via ses activités, mais aussi souhaitent en fait aussi montrer comment eux-mêmes ils calculent cet impact circulaire. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, dans le sens où il faut absolument, dans une optique de ne pas être taxé de greenwashing et de ne pas avoir à faire face à des vents contraires, démontrer de manière qualitative l'impact au quotidien qu'ont vos actions. Donc Vinted, en fait, vous pouvez aller voir sur le site de Vinted, vous avez un Climate Impact Summary Report où vous avez toutes les informations liées à leur impact et notamment les calculs qu'ils font d'économie de CO2, les calculs qu'ils font d'économie de carton, par exemple, utilisé pour faire les envois de leurs produits. Et surtout, ça légitime une certaine pratique. Aujourd'hui, notamment, je prends un exemple très concret, à chaque fois que je parle de seconde main, on me dit oui, non, mais en fait, la seconde main, les gens envoient des produits d'à gauche à droite, ça génère beaucoup de plastique, ça génère beaucoup de scotch, etc. En fait, voilà, Vinted aujourd'hui s'est dit, OK, on va vraiment aller voir ce qui s'y passe, faire une étude, et on sait que maintenant, 62% des packages qui sont utilisés, qui passent d'un colis Mondial Relay ou un autre, sont des packages qui sont réutilisés. Donc là, en fait, ça assoit une certaine politique circulaire, et surtout, ça assoit la légitimité du concept.
Et enfin, sur le LUC, vous avez aussi Vestiaire Collectif qui fait ce genre de rapport dans une optique qui est super simple, c'est d'aller tout simplement légitimer une certaine pratique, mais aussi légitimer un certain vraiment biais circulaire positif. Et je vais laisser ainsi la parole à Laure. Merci Marjorie. Je prends le lead pour partager mon écran. Je vais prendre la suite, en fait, parce qu'en effet, comme vous l'avez entendu avec Marjorie, la base, c'est de poser des actions, de poser des solutions concrètes pour les clients. Nous, on va parler plutôt en tant qu'agence de communication, avec ce qui est important de prendre en compte quand on communique sur ces engagements et sur ces solutions RSE. Déjà, en fait, on va dédramatiser la chose et se dire qu'on a déjà tous un impact. On est tous là, on fait tous du marketing. Donc, de par nos actions, on a un impact, quoi qu'on fasse. On vend des produits, on a un impact aussi. Le deuxième point, c'est qu'on est actuellement dépendant des GAFAM et les GAFAM ont un impact aussi moindre, mais dans nos activités, à l'heure actuelle, en fait, on ne peut pas s'en passer. Donc, la vraie question, c'est dans les 2h30 que les clients, les fournisseurs, tous les internautes passent majoritairement en ligne, sur le digital, c'est comment on arrive à leur faire vivre la meilleure expérience possible sans greenwashing. On est maintenant, vous connaissez le lien entre le commerce et la RSE, on est obligé de parler de RSE, de proposer des solutions concrètes. On est obligé de répondre notamment à cette Gen Z qui est très présente sur les réseaux sociaux, même s'ils ont des comportements contradictoires. En tout cas, ils ont des attentes fortes des marques, des retailers, de prise de parole, d'engagement et de solutions concrètes autour de la RSE. Et on se doit aussi, on parle de comportements contradictoires de cette génération, on se doit aussi d'accompagner les changements de comportement et notamment les comportements d'achat. Alors, on avait envie de partager avec vous 8 tips qu'on essaye de mettre en œuvre chez Altavia et qu'on conseille à nos clients. Donc, la première chose, en fait, des basiques que vous connaissez tous à respecter, mais c'est toujours bien de se les rappeler. Le premier, en fait, ce qu'il faut travailler, c'est la preuve. C'est aller chercher la preuve, aller chercher les solutions concrètes et être en relation avec l'ensemble des acteurs de votre entreprise pour justement aller chercher ces preuves qui se trouvent au niveau de la stratégie RSE, qui se trouvent en fait au niveau des achats et de l'offre qui est construite et qui se trouvent aussi en fait sur le terrain bien souvent avec des choses concrètes, des initiatives qui sont initiées. Donc la première chose, c'est collecter ces preuves, les structurer, les rassembler et savoir en parler avec des données chiffrées. Le deuxième point, bien sûr, c'est exit le recours systématique à la couleur verte, au symbole autour de la nature. En fait, voilà, quand on a un petit argument écologique autour d'un produit, on n'est pas obligé d'en faire des caisses. Il ne faut pas d'ailleurs en faire des caisses, à part si c'est extrêmement prouvé, ce qui est rarement le cas. Et le deuxième point, c'est on n'est pas obligé de communiquer sur tout ce qu'on fait. On n'est pas obligé de surcommuniquer. Il faut toujours avoir cette dimension d'humilité et surtout de la sincérité, qu'elle soit au maximum incarnée par les acteurs, par votre direction, qu'elle soit, voilà, qu'on sente en fait que c'est un vrai engagement sincère porté par l'ensemble des équipes chez vous. Donc le deuxième point, et ce qui n'est pas des moindres, c'est avant de communiquer en externe, il faut d'abord penser à l'interne. Parce qu'au final, vous aurez beau communiquer, mais qui est-ce qui est en contact au quotidien avec vos clients, avec vos fournisseurs? Ce sont vos équipes. Donc les premiers embarqués sous la forme de support pour expliquer tout ce que vous faites, avec des exemples concrets d'actions pour l'ensemble des piliers des engagements que vous avez. Ce sont vos équipes internes et en priorité les achats, les commerciaux, les personnes qui sont en relation client et en relation fournisseur en fait les plus importants. Là, on vous a montré 2 exemples de ce qu'on a pu faire pour un acteur Antalis qui est dans la dimension B2B, où on a organisé en fait des webinaires, ils ont mis en place des universités, des formations. Et à droite, c'est un support qui est fait pour les commerciaux de JL Events pour mettre en avant des inspirations, pour pouvoir inspirer leurs clients sur tout ce qu'ils font et tout ce qui est possible de faire en fait avec eux sur des leviers comme la réduction de l'empreinte carbone sur le jetable. Et le dernier, c'est la dimension en fait comment ils font vivre les territoires.
Le troisième point à se rappeler, c'est d'abord quand on communique sur ses engagements RSE, c'est quelles informations attendent mes différents personas. Donc, c'est identifier les différents personas qui ne sont pas forcément toujours les mêmes que ceux qu'on peut avoir à d'autres acteurs. Il ne faut pas oublier toute la dimension autorité aussi. Donc, de la même façon qu'on construit un persona, on va aller regarder ses attentes, ses préoccupations, ses freins. C'est aussi ses comportements contradictoires aussi, c'est important d'en tenir compte. Et puis, on va regarder ce qu'on a à lui proposer en retour sur ce point-là et où est-ce qu'on peut le toucher en termes de communication. Je vais accélérer un petit peu parce que je vois que le temps défile. Le quatrième point, c'est on n'est pas toujours obligé, même s'il y a un bénéfice environnemental, on n'est pas obligé de tout capitaliser sur ce bénéfice environnemental, mais il faut d'abord penser quels sont tous les bénéfices pour les clients, et notamment quand on parle de seconde main, le premier bénéfice, ça reste le prix. Et comment on va trouver un ton, une tonalité qui va être un petit peu différente par rapport à l'univers de marque de l'entreprise. Donc là, par exemple, pour Orchestra, on avait joué sur la touche de l'humour. Est-ce que vous préférez vendre votre enfant ou revendre vos produits? Et donc, à partir de là, on a pu valoriser l'offre de seconde main d'Orchestra. Idem pour une nacelle électrique, on n'est pas obligé de tout capitaliser sur les dimensions d'électrique. On va regarder quel imaginaire on peut créer autour de ça. Enfin, tous ces nouveaux modes de consommation et un accompagnement très fort à faire pour qu'il puisse y avoir un switch. Donc, ça passe par beaucoup de pédagogie, beaucoup de surcommunication sur la dimension conseil pour arriver à comprendre, par exemple, sur un packaging, quelle est la différence entre un packaging recyclable et un packaging recyclé. Il y a des notions de base, en fait, qu'on se doit de donner à nos clients. Donc, sur toute la communication, il y a une part de conseil. Sans être paternaliste, mais donner en fait toutes les clés aux clients pour comprendre en fait l'impact d'un produit plutôt qu'un autre. Donc ça passe par l'utilisation et la valorisation des éco-scores pour être toujours en fait dans ce côté preuve concret. Ça passe aussi dans vos catalogues produits par la survalorisation aussi des produits en fait qui ont un impact négatif moindre. Enfin, on parle de greenwashing et c'est vrai qu'en France, on parle beaucoup de green. C'est vrai aussi, c'est aussi le cas en Europe d'une façon générale. Il ne faut pas oublier toutes les autres dimensions de la RSE et notamment, en fait, quand on communique, on a un impact aussi sur nos modèles de société. On a un impact aussi sur tous les changements qu'on peut faire, notamment en fait avec nos clients de la cosmétique. On aborde très souvent ces sujets. Oui, il y a une tendance en fait des enfants qui utilisent de plus en plus de produits de beauté. En tant que marque, en tant que retailer, on n'est pas obligé en fait de soutenir ce mouvement, de mettre en scène des enfants qui utilisent les produits. Sur le côté diversité des corps, diversité des peaux, on a un devoir aussi de montrer cette diversité dans les communications, dans les personnes qu'on va montrer, pour être beaucoup plus dans le réel et amener ces changements, en fait, notamment, par exemple, la peau idéale dans la dimension cosmétique. De la même façon, au-delà du côté green, on a parlé beaucoup des GAFAM en début, enfin, un petit peu, on a parlé des GAFAM, mais on peut aussi avoir d'autres leviers, et ça, on ne doit pas l'oublier, l'utilisation d'autres médias pour avoir des retombées économiques qui soient aussi plus locales. Par exemple, là, je vous montre un cas de Interflora qu'on a accompagné sur le développement du marché espagnol. Et là, on a été capitalisé sur des influenceurs locaux. Donc, on n'est pas obligé, en fait, d'utiliser forcément du paid sur les réseaux, mais on peut utiliser ces médias locaux. C'est quelque chose qui marche beaucoup aussi pour les lieux de shopping, voilà, où on peut capitaliser sur pas mal de médias locaux autres que les GAFAM. Et enfin, le dernier point, c'est que oui, on fait attention à ce qu'on raconte. On en a pas mal parlé en fait jusque-là. Mais le deuxième point qui est extrêmement important, c'est comment on met en place aussi dans nos process de production de contenu, c'est possible de réduire notre impact sur, par exemple, quand on produit des vidéos pour TikTok, en pensant en fait réutilisation du contenu, en pensant optimisation des process. Quand on fait un podcast, pensez aussi à en faire une vidéo. Voilà, pour éviter cette démultiplication. Et puis, sur nos supports de communication plus classiques, penser éco-conception aussi. Voilà. Donc, il y a ce qu'on raconte
et comment on produit les supports pour lesquels on raconte. J'ai accéléré un petit peu sur la fin parce que le temps défilait. J'espère n'avoir pas été trop rapide pour qu'on puisse garder pour les questions. Pour rebondir sur ce que tu disais à la fin, le slide avant la fin, tu parlais de content repurposing. C'est quelque chose que je recommande aussi en marketing, pas seulement pour l'impact sur l'environnement, mais aussi c'est comme ça qu'on fait du marketing durable et qu'on essaye d'avoir une vision un petit peu plus long terme et un petit peu plus compréhensive de tous nos canaux. Donc, je suis totalement alignée avec toi. Et puis, il y avait juste une petite question, si vous voulez bien passer rapidement dessus. Et ensuite, il va falloir clore cette session. Je vous la montre. C'est une question de Stéphane Marthe. Est-ce que l'une d'entre vous souhaite y répondre? Le rôle de la communication responsable des enseignes est-il d'éduquer le client? Alors, oui et non. Je pense que c'est un peu une réponse bateau que je vais faire, mais tout dépend en fait du programme et tout dépend de l'enseigne. Aujourd'hui, encore une fois, une offre responsable, ça peut être une diversité de choses. Ça peut être de la seconde main, ça peut être de la location, ça peut être de l'upcycling, ça peut être du recyclage. Et il y a une diversité de parties prenantes en fait qui peut prendre part à l'éducation plus responsable du consommateur final. Donc tout dépend du programme et tout dépend de l'enseigne. Certaines enseignes pourront et légitimement vous dire, en fait, nous, on est des fabricants de textiles, mais on a toujours eu une qualité durable. Donc pourquoi on devrait plus éduquer qu'une autre? Certains acteurs, notamment qui sont des acteurs complètement, eux, sont circulaires, pourraient vous dire, mais en fait, je ne suis pas responsable de la mise en marché de tous ces milliards de kilos, de tonnes de textiles. Donc, je pense que ça dépend vraiment du type de l'enseigne et surtout de quel sujet elle attaque, en fait, dans la circularité, vu que ça reste quand même assez large. Je compléterai en fait sur le rôle, déjà, il n'est pas centré uniquement sur le client. Il est d'abord aussi d'éduquer l'interne et son écosystème. Mais il est aussi de rendre désirable d'autres types de produits par d'autres imaginaires, par d'autres histoires qu'on va raconter, qui va faire en sorte en fait qu'on va pousser vers ce type de produit. Mais je pense qu'il y a une part quand même de conseils assez importante aussi dans la communication qu'il faut avoir, de conseils, de pédagogie, d'explication en fait aux clients, mais lui laisser en fait donner les éléments pour qu'il puisse avoir son libre arbitre et son libre choix. Ok, merci beaucoup. Pardon, je me permets juste. Non, mais il faut vraiment qu'on ferme cette session. En fait, je suis désolée, sinon on va être en retard à la suivante. Okay. Le temps qu'on se dise au revoir, je veux bien juste que tu remontres, Laure, s'il te plaît, la slide 5. C'est Jérôme qui demande, je pense qu'il voulait dire ton point 5 que tu as montré assez récemment. Et sinon, comment est-ce qu'on fait pour en savoir plus sur ce que vous faites toutes les deux et pour vous contacter après l'événement? Est-ce que vous serez au lounge ou est-ce qu'on vous contacte sur LinkedIn? Dites-moi. Alors, je ne suis pas sûre d'être au lounge, donc n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn où je suis assez active et je donne pas mal de conseils pour les enseignes qui souhaitent mettre en place des projets, notamment seconde main et leur offre circulaire. Je mets mon compte LinkedIn dans le chat, donc je serai ravie de répondre à vos questions, guider vers la seconde main, le cas échéant. Et Laure, comment est-ce qu'on fait pour te retrouver ? Et moi, de la même façon, plutôt sur LinkedIn. Malheureusement, je ne serai pas au lunch avec vous. En fait, je pense que ça doit être passionnant, les échanges qui vont avoir lieu. Okay. Mais n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Ma fiche est à jour. Bah, pas de souci, merci beaucoup. En tout cas, il y aura une table RSE sur le lounge pour ceux qui sont intéressés d'échanger entre eux sur cette question. Et je vais tout de suite fermer cette session. Vous pouvez retourner sur la réception et vous rendre dans la prochaine qui va commencer d'ici 2 minutes. Merci beaucoup Laure et merci beaucoup Marjorie. C'était très intéressant. Merci Déborah. Merci à vous.